Merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Et merci à Marc et Léa de venir partager leur grande expérience. Donc, webinaire sur la négociation de la term sheet en parallèle avec Seed Legal. Donc, Marc et Léa sont nos avocats partenaires chez Seed Legal. Pour ceux qui ne connaissent pas Seed Legal, n'hésitez pas, on va vous envoyer un mail à la fin. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre calendrier. Seed Legal, on est spécialisé dans la levée de fonds. Donc, on va vraiment faire tout ce qui est documentation juridique pour la levée de fonds, mais aussi la prospection d'investisseurs. Donc, si vous commencez votre roadshow, que vous êtes à la recherche d'investisseurs, si vous êtes dans une période de négociation de la term sheet ou que vous en êtes vraiment juste au départ, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Ça vous coûte rien et ça nous permet de discuter un peu, d'en apprendre plus sur vous. On a accompagné déjà 60 000 startups, on a levé 2 milliards entre la France et l'Angleterre. Donc, c'est vraiment une expertise qu'on a en interne et sur laquelle on pourrait partager notre expérience. Voilà. Je vous souhaite tous un bon webinaire et je laisse la parole à Marc et Léa. Merci beaucoup, Logan. Merci Logan. Euh, bah, je commence rapidement, Marc, si tu veux. Vas-y. Et merci à tous d'être là. Je vois il y avait peut-être 13 participants, donc ravi de vous avoir avec nous. Léa Évrard, avocate au barreau de Paris, et j'ai fondé avec Marc le cabinet Lève, et on travaille avec Marc au quotidien avec des entrepreneurs pour les accompagner, notamment dans leurs opérations capitalistiques et principalement de levée de fonds. Et donc, ça fait voilà, des années qu'on a la chance d'accompagner des entrepreneurs comme vous et de bien connaître en tout cas les évolutions et les pratiques de marché. Et ce qu'on va essayer de vous partager ce matin, c'est évidemment des bases juridiques et des explications sur la term sheet, comment ça marche, comment ça se négocie, et les clauses principales, mais surtout faire nos retours d'expérience, parce qu'il y a, voilà, on pense aussi que l'expertise vient beaucoup de la pratique et de la confrontation au marché. Donc voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de très pratique. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions au fil de l'eau. Il faut que ce soit voilà, interactif si vous le souhaitez, bien sûr. Et si vous avez des questions, on est là avec Marc pour y répondre et lever tout doute que vous avez à ce sujet. De mon côté, donc Marc Fournier, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, également au barreau de New York. Et donc, comme Léa l'a dit, donc on a fondé le cabinet LEV, donc qui est vraiment spécialisé sur toutes les opérations capitalistiques d'entreprises de croissance. Avec Léa, on connaît donc parfaitement bien l'exercice de la levée de fonds. On fait une cinquantaine de levées de fonds à l'année entre du pré-seed, seed, série A. On conseille beaucoup d'entrepreneurs, mais également en fait des investisseurs, donc des fonds d'investissement, des business angels, qui d'ailleurs nous permet justement d'avoir un peu les deux approches, à la fois dans la négo côté entrepreneur et à la fois côté investisseur. Comme vous l'a dit Léa, l'idée c'est pas de vous faire en fait un grand cours de droit sur, on va dire, ce qu'il faut absolument avoir dans une term sheet ou non. C'est surtout vous expliquer, on va dire, ce qui se cache et l'objet des clauses principales que vous pouvez voir dans des term sheets et surtout vous faire nous nos retours d'expérience parce que la documentation, voilà, juridique c'est une chose, mais c'est vraiment le support des discussions, des négociations que vous allez avoir avec vos investisseurs. C'est un peu ce contrat de mariage que vous allez mettre en place à l'occasion de votre tour de financement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être aligné sur tous les sujets. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir donc balayer ces différents points qu'on met en place dans la négociation de la term sheet. Donc, pour le sommaire, ce qu'on vous propose de descendre donc avec Léa, c'est vraiment reprendre un peu la phase de négo avec les investisseurs, comment ça va se passer, notamment au démarrage, dans le choix, dans la sélection des investisseurs. Puis ensuite, on va parler donc des clauses importantes du pacte d'associés, mais en fait, c'est surtout donc les clauses de la term sheet, lettre d'intention aussi que vous allez avoir avec vos investisseurs. On va vous refaire, nous surtout, avec Léa, des feedbacks sur, on va dire, notre expérience de ce qu'on voit. Euh, Chaque levée de fonds en fait est différente. Il y a toujours une configuration qui est particulière. Donc nous, ce qu'on va vous mettre en avant, voilà, c'est peut-être ce dénominateur commun. Peut-être on pourra vous parler aussi de choses plus exotiques qu'on a dû voir avec Léa, mais pour vous, c'est surtout comment vous pouvez anticiper au mieux justement votre opération de levée de fonds voilà, qui est assez chronophage, qui va vous prendre du temps sur votre business. Et donc comment vous allez pouvoir aller le plus efficacement et le plus rapidement possible justement sur cette étape. Alors, je vais reprendre.
La présentation, il y a un truc qui est sauté. Ça fonctionne bien? Ouais, parfait, on voit bien. Alors, peut-être sur la première phase de négociation avec les investisseurs. Donc, euh, encore une fois, avant de commencer à partir bille en tête sur une term sheet, l'aide d'intention, qu'est-ce qu'on met dedans, la négociation des clauses, etc. J'imagine que pour certains, vous avez l'expérience, mais déjà, au démarrage, vous avez toute la phase, notamment un peu de discussion, de séduction, trouver vos investisseurs. Donc ça, Logan en a parlé, notamment sur ce volet roadshow, c'est-à-dire déjà prendre contact avec les investisseurs en fonction justement du montant que vous voulez lever, peut-être aller voir soit des business angels, soit des fonds d'investissement. Comme vous le savez, en fonction de savoir, en fonction de la taille, on va dire, du tour, si vous levez moins de 500 000 euros, plus de 500 000 euros, plus d'1 million, les acteurs sont différents, notamment aussi en fonction du stade de maturité de votre entreprise. Est-ce que vous avez déjà justement des métriques à mettre en avant? Est-ce que vous avez déjà, on va dire, un chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez des communautés? Enfin bref, tout ça va dépendre, on va dire, de votre traction. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir chercher justement les bons acteurs pour vous financer. Donc, il y a à la fois déjà le travail de combien vous voulez lever, auprès de qui vous voulez élever et surtout comment vous allez élever. Donc c'est pour ça que vous avez le travail du pitch. Comme voilà, le gars a dû en parler aussi, c'est comment vous allez justement mettre en avant tout le travail euh, comme je le disais, à la fois le montant que vous voulez élever, sur quelle valorisation et auprès de qui surtout le pain que vous allez adresser. Euh, Souvent, à ce stade, dans les discussions avec vos investisseurs, on ne va pas rentrer trop dans le détail sur les clauses juridiques. Ça va venir plutôt dans un second temps avec la term sheet. Là, à ce stade, on est vraiment sur euh, quel est le montant qu'on souhaite lever, euh, pour quel besoin, parce qu'encore une fois, lever, c'est bien, mais c'est surtout derrière pour aller justement, on va dire, euh, pardon, excusez-moi, pour aller justement répondre à des interrogations justement des investisseurs. Pourquoi vous avez levé? Le montant, il va servir à financer une équipe, à servir, je ne sais pas, à construire un prototype. Il faut que justement vous puissiez étayer dans vos slides les besoins et les raisons justement de ces financements. Que les investisseurs vont aussi chercher, surtout à ce stade, c'est aussi de comprendre quelle est la valorisation de la société et notamment si vous rentrez donc en equity, quelle va être la dilution que vous, fondateurs, vous allez supporter. Concrètement, vous allez vous dire, voilà, je fais une place de 10, 15, 20, 25% dans le cadre de ce tour à des nouveaux investisseurs. Et donc le sujet de la dilution, on pourra y revenir après, mais c'est surtout déjà une question notamment de combien vous voulez lever, quelle serait la valorisation de la société, et ça vous permet justement de tomber un peu sur ce niveau de dilution que vous pouvez supporter. Bien évidemment, en fonction de savoir si vous êtes plutôt en position de force dans la négociation avec les investisseurs, la dilution, elle sera plutôt allégée, on va dire, minime. Tandis que si vous avez plus de difficultés à élever des fonds et que vous sentez que vous avez un besoin justement d'attirer par peut-être une valorisation encore plus attractive sur votre projet, à ce moment-là, la dilution sera en tout cas un peu plus importante. Mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on voit avec Léa, des dilutions, allez, entre 10, 12 à 25%, notamment à chaque tour de table. Et enfin, peut-être pour terminer de mon côté, et n'hésite pas, Léa, si toi, tu as aussi des points à compléter, mais comme on vous le dit, c'est vraiment cibler le bon profil d'investisseur. Vous allez voir que vous avez fait un roadshow, ça peut prendre souvent des semaines, mais plutôt voire même des mois, pour aller contacter vos investisseurs. Déjà, vous allez les attirer, les embarquer dans votre projet. Et après, il va y avoir toute une phase un peu de discussion. C'est pour ça que cibler bien dès le début le bon profil d'investisseur, Friends and Family, Business Angel, fonds d'investissement ou des corporates, en fonction justement de la nature de votre projet, mais c'est surtout au stade de maturité et aux besoins de financement que vous exprimez. Parce qu'encore une fois, derrière, c'est du temps. C'est énormément d'entretiens, de réunions, de présentations, de la négo, etc. C'est assez chronophage et donc c'est important d'être efficace dès le début et de cibler les bonnes personnes. Est-ce que tu veux compléter les toi là-dessus? Ou t'es en mute? Ouais, pardon, je t'en mute. Oui, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, tout à fait aligné avec tout ce que tu viens de dire. Et je voulais aussi préciser, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est que
votre stratégie de levée, la structure en tout cas du tour, elle évolue. Et en fait, elle est évidemment pas figée. Vous avez votre idée de départ sur la valo, la dilution, qui vous voulez faire rentrer, etc. Mais il y a aussi finalement ce que ça va donner avec vos investisseurs. Et on le vit là dans plusieurs opérations avec Marc. On voit que les choses, elles évoluent vraiment. Typiquement, on a des clients qui viennent nous voir, ils nous disent oui, moi je veux absolument closer en une tranche, j'ai quasiment tout trouvé. Et en fait, finalement, il s'avère que tel ou tel investisseur peut pas investir maintenant, donc on va devoir décaler, donc peut-être finalement closer en deux tranches. Et ça, c'est des choses qui se font sur le marché, qui sont possibles, mais il y a aussi une question de communication avec vos investisseurs. On le voit aussi, il y a des investisseurs qui, finalement, si le closing ne se fait pas en intégralité, en une seule fois, ça va peut-être poser difficulté ou en tout cas des questions, des incompréhensions. Moi, je veux être sûre que tu es bien sécurisé tout ton tour, etc. Donc, voilà, ça évolue aussi au fil du temps. Il faut vous préparer, comme tu le disais, Marc, à passer du temps. C'est assez chronophage, évidemment. Vous allez avoir pas mal d'échanges. Et en fonction de qui vous allez avoir dans vos échanges, business angel, fonds d'investissement, family office, investisseurs plus ou moins structurés, évidemment, ces discussions, elles vont varier en fonction de la qualification de l'investisseur. Et il faut aussi s'attendre à ce que votre idée de départ soit pas finalement celle qui soit à l'arrivée. Et ça, évidemment, les équipes de Seed Eagles, avec le support de votre conseil juridique, on sait vous aiguiller dans cette structuration, en tout cas préalable à toutes ces questions juridiques qu'on va aborder maintenant avec Marc sur la term sheet et les négociations des termes et conditions de votre levée de fonds à proprement parler. Et un autre point également à avoir en tête, et ce qui est très important, c'est de trouver surtout ce lead investor. Vous avez dû en entendre parler, mais quand vous faites un tour de financement, alors vous avez plusieurs approches, hein. C'est soit vous allez multiplier les petits tickets d'investissement, donc c'est effectivement une approche qui peut être intéressante, mais c'est vrai que vous allez voir, parler à 30 personnes, c'est pas la même chose que de parler à une personne. Alors, dans un monde idéal, bien évidemment, on voudrait qu'il y ait un seul investisseur qui prenne tout le tour et c'est beaucoup plus simple. La réalité est un peu plus nuancée, mais on remarque souvent quand même avec Léa, c'est que quand on arrive à maximiser et optimiser justement votre processus de levée de fonds, c'est parce que déjà, vous avez trouvé un investisseur lead qui va mettre un ticket assez important, hein. Concrètement, si vous voulez lever 500 000 euros et que vous avez un investisseur qui est déjà prêt à mettre 300 000 euros et que le solde est un peu réparti entre d'autres business angels, vous voyez, ça va faciliter vos discussions déjà, parce que vous allez échanger qu'avec cet investisseur lead sur les négociations du tour, et derrière, les autres vont suivre, vont se ranger derrière cet investisseur lead. Mais au-delà de ça, déjà, même, on parle de négo, mais avant de tout ça, c'est déjà, d'un point de vue communication marketing, vous allez créer un peu justement un effet boule de neige, un effet FOMO en disant, vous êtes en train de faire votre roadshow, vous avez trouvé un investisseur lead, et en fait, vous allez voir, souvent, vous avez pas mal de personnes qui vont vous dire, moi, je suis intéressé par le projet, mais peut-être viens me voir dès que tu commences à avoir un peu des commitments. Et donc, vous avez pas mal de monde, en fait, pas mal d'investisseurs qui sont peut-être en attente. La question va être de savoir qui va être le premier, en fait, à faire le pas et à investir et à être commit. Et là, à partir du moment où vous avez cet investisseur qui est commit et qui met un ticket important, vous allez voir l'effet boule de neige où, en fait, tout le monde va suivre. Et là, vous allez closer beaucoup plus rapidement, justement, la levée de fonds. Donc, euh, je pense qu'en termes d'énergie, c'est important peut-être de mettre beaucoup plus d'efforts sur cet investisseur lead si vous avez la possibilité d'en trouver un. Et ensuite, dans un second temps, d'aller chercher ces plus petits investisseurs. Quand je dis plus petits, c'est bien évidemment en termes de taille de ticket d'investissement. Sinon, vous allez y mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher la levée de fonds. Sur Ensuite, une fois que vous avez trouvé justement vos investisseurs, donc vous avez passé l'étape du pitch, du roadshow, il y a un marque d'intérêt sur dans le projet, ils sont prêts à mettre justement de l'argent dans le cadre de ce tour de table. C'est là où on va commencer du coup à rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur les conditions justement de l'investissement. Et c'est là où on va aborder en fait un certain nombre de piliers, on va dire, de sujets que là, on vous a justement présenté. Globalement, il y a quatre grands sujets qu'on aborde dans une lettre d'intention, hein. Il y a déjà le sujet de la gouvernance, le sujet de la valorisation pré-money de la société, le sujet autour de la liquidité, sortie du capital et des règles en matière de cession d'actions, et enfin les engagements qui concernent les fondateurs. Si on les prend peut-être dans l'ordre, le premier point, c'est le sujet de la gouvernance. Globalement, la question qu'on va savoir, c'est est-ce que ces investisseurs, ils vont avoir aussi
disons, une part dans la gouvernance de votre société. Donc, bien évidemment, vous êtes fondateur, vous êtes dirigeant de la société, vous êtes président, directeur général, c'est vous qui prenez les décisions dans votre entreprise. Mais parfois, dans certains tours de table, et on le voit notamment dans les tours de table où il y a des tickets beaucoup plus importants, on a donc les investisseurs qui demandent à mettre en place ce qu'on appelle un board, donc c'est souvent un comité stratégique, si on doit le traduire en français, dans lequel en fait les décisions importantes de la société doivent être prises en concertation avec les investisseurs. Donc parfois certains investisseurs ont même des droits de veto. Concrètement, ça veut dire que vous, en tant que dirigeant de la société, pour certaines décisions importantes, hein, donc ça concerne peut-être par exemple des mises en place de plans d'intéressement ou le recrutement de salariés importants de C-level ou autres, c'est vraiment des décisions qui s'opposent aux décisions day-to-day, hein, dont vous allez faire tous les jours, mais là, c'est vraiment des décisions structurantes. À ce moment-là, ça implique d'avoir une discussion avec votre board et donc avec les investisseurs. Ça fait partie d'un premier point, justement, d'échange avec, justement, vos investisseurs, de savoir est-ce que, typiquement, un investisseur lead, il va vouloir demander une place au board, et ensuite, quelles vont être les décisions, la liste des décisions importantes qui doivent être soumises à l'accord préalable du board, quelle va être la composition du board, et là, vous voyez, en fait, va commencer un peu à se dessiner justement un peu une gouvernance, à la fois d'un côté en tant que président et DG, et de l'autre côté, justement, il y a le board. Et donc, c'est là où il faut aussi réfléchir à trouver cet équilibre entre en même temps, gardez-vous votre vélocité de dirigeant pour prendre des décisions rapidement, et en même temps, voilà, rassurer vos investisseurs. Je pense que le board aussi, il est important, notamment si vous commencez, c'est un peu votre première levée de fonds ou c'est votre première entreprise en fonction de savoir bien évidemment qui vous avez au board, mais souvent quand même, il faut prendre le board aussi comme un moyen pour vous, fondateurs, comme un vrai forum de discussion avec vos investisseurs pour vraiment traiter des discussions et des sujets concernant votre boîte, pas simplement pour valider des décisions importantes, et donc capitaliser également sur l'expérience de vos investisseurs. Nous, en tout cas, c'est un peu justement l'approche qu'on a avec Léa là-dessus. Je sais pas si d'ailleurs, toi, sur ce sujet gouvernance, là, tu as aussi d'autres points à évoquer. Bien sûr, parfaitement lié avec ce que tu viens de décrire. Il faut aussi voir le board effectivement comme un lieu privilégié d'échanges stratégiques. Et ce qu'on peut voir aussi, et ça dépend bien sûr de votre activité, de votre tour de table et de qui entre, lead, pas lead, business angel ou pas. Vous pouvez aussi faire rentrer des personnes extérieures, on le voit souvent. Et donc cette composition du board, elle est super importante. Si vous avez un board, parce qu'on voit aussi des levées, en tout cas assez early stage où on n'a que des business angels, personne ne se positionne. Finalement, parfois, on n'a pas de board et tant mieux parce que vous avez aussi plus les mains libres pour mettre en œuvre les décisions stratégiques. Mais en fonction, si vous avez un board, vous pouvez aussi faire venir des personnes de l'industrie, par exemple en tant que membre indépendant, qui ne sont pas forcément associés, intéressés à votre capital, donc qui sont complètement neutres et pas conflictés, en tout cas dans votre structure, et qui peuvent apporter voilà, un regard hyper pertinent sur votre industrie et participer au débat stratégique. Vous pouvez avoir des personnes qui sont là, qui n'ont pas de droit de vote, donc qui sont là pour participer aux échanges, etc., mais qui ne vont pas emporter en tout cas telle ou telle décision. Donc il y a pas mal de choses qui se font autour de ce board comité stratégique qu'il faut avoir en tête. Et là, c'est vraiment du cas par cas et ça rejoint ce que tu disais au début, Marc, c'est que chaque levée, elle est différente, même si évidemment, il y a plein de pratiques de marché et il y a évidemment des choses qu'on retrouve dans 99% des deals en fonction de vous, votre structure de levée et de qui entre au capital. Tout ça, ce sont des choses qui vont être individualisées et dont il va falloir discuter avec votre investisseur, vos investisseurs, vos partenaires et évidemment les conseils qui vous accompagnent sur le dossier. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions hein, dans le volet. Vous avez un petit espace qui est dédié à ça. On aura une séance, une session, je veux dire, Q&A à la fin avec Léa. Donc on en profitera justement pour prendre toutes vos questions. Je pense que ce sera plus efficace. Et notamment si vous êtes en train de faire une levée de fonds, si vous avez démarré une levée de fonds, et que vous avez voilà, des questions, profitez-en. Vous avez deux avocats dispo pour répondre justement à ces questions. Sur les autres points, et on va en parler après, c'est les donc volets valorisation, liquidité pardon, et sortie du capital, engagement des fondateurs. On va en parler dans une prochaine slide. Le point aussi important, c'est, vous allez entendre parler de ce terme, que les term sheets sont non-binding. Qu'est-ce que ça veut dire non-binding? C'est-à-dire que même si vous avez un investisseur qui a signé une lettre d'intention, une term sheet, souvent il est écrit dans ce document que c'est un investissement qui est non engageant pour les parties. Concrètement, si votre investisseur demain décide de pullback et finalement de ne pas investir dans votre société,
c'est son droit. Ce qui est important, en tout cas, nous, dans la LOI, c'est surtout de cranter psychologiquement, on va dire déjà les conditions, ce qui fait que dans un second temps, à partir du moment où on continue à avancer dans le processus, souvent, c'est rare de remettre en question des accords qui ont été signés dans une term sheet. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est pas parce que vous avez une term sheet signée que ça va mécaniquement aller au bout. C'est bien évidemment, dans 90% des cas, ça va aller au bout, mais on a déjà eu des expériences avec Léa où finalement, on a malgré des term sheets signés dans le cadre du deal, parce qu'il y a aussi des due diligence, il y a un audit, c'est aussi une façon pour les investisseurs de rentrer un peu plus dans les discussions approfondies avec les fondateurs. On se rend compte qu'il y a peut-être un mismatch de culture, d'alignement, d'intérêt ou de valeur, et à ce moment-là, finalement, le deal se fait pas. Et peut-être pour finaliser sur ce point, Marc, effectivement, bah, rien n'est jamais acquis hein, tant que que c'est pas signé, tant que vous n'avez pas l'argent sur le compte, rien n'est jamais acquis. Et aussi, ce qui est bien d'avoir en tête, c'est qu'en fonction de qui vous avez en face, plutôt fonds de VC structuré ou business angel, vous pouvez aussi prendre le lead sur la rédaction et sur cette term sheet pour vous, voilà, mettre le rythme, imposer votre calendrier et essayer de faire avancer les choses. Généralement, ce qu'on voit, nous, de la pratique, c'est que si vous avez un fonds en face, c'est lui qui va vous envoyer la term sheet s'il se positionne et qui veut vous, formellement, en tout cas, vous faire une proposition pour souscrire à cette levée de fonds. Si vous avez des business angels, c'est plus rare. En tout cas, nous, on ne le voit pas vraiment sur le marché. Ils sont pas assez, en tout cas, c'est pas qualifié, mais ils ont pas, c'est pas eux qui rédigent, en tout cas, le juridique. Ils n'ont pas leur propre conseil, généralement. Et donc, c'est plutôt à vous, côté startup, de shooter votre proposition d'investissement en premier. Et donc là, avec bah, c'est legal, c'est vos avocats en fonction, rédiger une term sheet et leur envoyer. Et ça, c'est bien parce que ça montre que vous mettez le rythme, vous êtes proactif et ça permet aussi de faire passer peut-être parfois plus facilement des termes quand on est rédacteur plutôt que quand on reçoit quelque chose qu'on doit revoir. Et un point aussi important à avoir en tête, c'est dans une cadre d'une opération notamment donc de financement, mais même sur le capital, ne faites pas l'économie d'une term sheet. On a vu beaucoup de deals avec Léa où certains fondateurs et investisseurs décident d'aller directement sur la rédaction du pack d'associés, de la documentation longue forme, comme on dit, en se disant on veut aller vite, on n'a pas envie de discuter justement bah, des points un peu structurants du deal, on verra ça plus tard. Et dans 100% des cas, à chaque fois, ça ne loupe pas, on perd plus de temps qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que on n'est pas encore aligné sur tous les sujets. Finalement, il y a beaucoup de points à discuter. Et donc, tout ce que vous faites maintenant dans la rédaction, dans les discussions avec la term sheet, vous allez gagner beaucoup de temps sur la suite quand il va falloir dérouler. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête si vous voulez squeezer cette étape. Vous allez mécaniquement en fait allonger votre processus de levée de fonds et donc de recevoir les fonds à une date beaucoup plus lointaine que ce que vous imaginez. Ouais, tout à fait d'accord. On l'a vécu récemment. On a mis 4 mois de plus, je pense, qu'une levée où on aurait une term sheet. Et effectivement, juste pour finir là-dessus, il y a pas de format de term sheet. On voit des term sheets qui font 1 page, 2 pages et d'autres qui font 10 pages. Il n'y a pas vraiment de règles sur ce sujet. Après, ce qu'on voit, nous, avec Marc, et ça va dans la lignée de ce que tu viens de dire, c'est que plus elle est détaillée, plus on gagne du temps par la suite. En fait, on fait la grosse négo maintenant des clauses principales du pacte. Effectivement, ça prend peut-être un petit peu plus de temps de signer notre term sheet, mais une fois qu'elle est signée, dérouler ensuite toute la documentation juridique, dont le pacte d'associés sur la base d'une term sheet détaillée qu'on a bien négociée, c'est beaucoup plus rapide et on gagne vraiment un temps précieux sur la suite des échanges. Donc c'est voilà, gardez-le en tête, c'est quand même important. Vous pouvez très bien aller vite sur la phase 1 de term sheet, signature et ensuite passer beaucoup plus de temps sur le reste de l'opération. Ou l'inverse, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable, et nous on le voit confortable pour nous, mais surtout pour les fondateurs, de bien poser les choses dès le départ et ensuite de dérouler la suite de manière assez fluide, sans trop d'échanges sur la négo du pacte par la suite. Sur les points importants, en tout cas, donc, du pacte d'associés, donc, qui sont voilà, le reflet, encore une fois, de votre term sheet, donc, que vous allez négocier avec vos investisseurs. On l'a dit, hein, vous avez justement certains, enfin, les 4 piliers, vous allez retrouver, hein, je le disais dans la slide précédente, gouvernance, valorisation, liquidité et les engagements des fondateurs. Peut-être si on fait un focus notamment sur les clauses vraiment
essentiels que vous allez retrouver souvent dans beaucoup de term sheets. Déjà, le premier point, c'est discuter donc des conditions économiques du deal. Ça passe par, du coup, la discussion autour de la valorisation pré-money de la société. Donc, quand on parle de valorisation pré-money, ça veut dire la valorisation de la société avant le financement des nouveaux investisseurs. Donc, si par exemple, vous, vous voulez faire une levée de fonds de 200 000 euros et vous avez une valorisation pré-money de la société de 1 million d'euros, ça veut dire que la valorisation de pré-money de 1 million et la valorisation post-money est de 1 million 200 000. D'accord? Donc, vous rajoutez en fait les tickets d'investissement de vos investisseurs. Pourquoi on parle de valorisation pré-money? En fait, ça va permettre de déterminer surtout le prix des actions en fait, qui vont être émises dans le cadre du tour de table aux nouveaux investisseurs. Et en fait, c'est ce prix par action qui va permettre de déterminer le nombre d'actions qui vont être émises et donc derrière de pouvoir modéliser la table de capitalisation. Ça, c'est un élément qui est important, c'est vraiment la répartition du capital avant l'opération et après opération. Et ça va permettre du coup de voir quel est le pourcentage de dilution, quel est en fait de détention en fait de ces nouveaux investisseurs en capital. Est-ce que ces nouveaux investisseurs ils vont avoir 15, 20, 25%? Ça va vous permettre du coup d'avoir, vous, la projection. Et donc, c'est pour ça qu'on parle, quand on négocie une valorisation dans le cadre d'un tour de table, on parle toujours de la valorisation de pré-money. Après, même si on en parle et que c'est voilà, et que c'est tacite, il faut quand même le préciser. Parce que vous avez parfois certains investisseurs, ils aiment bien aussi réfléchir en post-money. C'est rare, mais histoire d'être bien aligné sur les economics du terme, précisez toujours qu'il s'agit que quand vous négociez, vous, une valorisation de votre société, on raisonne toujours en pré-money. Et donc après, il y a peut-être des complexités qui peuvent s'ajouter dans ces valorisations, surtout si vous avez fait un tour, une levée de fonds en BSR, si vous connaissez ce type de mécanisme qui permet de convertir en fait un BSR en action et donc de recevoir des actions ultérieurement à l'occasion d'un tour de table. Et donc typiquement, une levée de fonds, c'est un événement déclencheur. Et donc c'est là où dans la table de capitalisation, et c'est important de faire cet exercice, de modéliser également l'impact de BSR qui vont être convertis à l'occasion de votre levée de fonds. Et donc ça, il y a des discussions, il y a des négociations avec les investisseurs, mais même chose, comme dit Léa, il y a à la fois les termes du deal à négocier, mais il y a également surtout la table de capitalisation qui doit être validée avec les investisseurs. Parce qu'on a déjà eu aussi le cas où finalement on se rendait compte que, il y a eu des sujets de dilution qui devaient être supportés par un tel ou un autre, qui n'étaient pas forcément crantés dès le départ, et après on perdait encore du temps par la suite. Donc ça, il est bien en tête que ce sujet justement de modélisation de table de capitalisation et de valorisation, ça doit être vraiment cranté et négocié dès le début du deal. Et sur ce sujet, peut-être il y a une notion aussi importante sur la table de capitalisation, c'est qu'est-ce que ça prend en compte exactement, donc les BSR que tu mentionnais, et vous pouvez aussi avoir par exemple des BSPCE, des BSA que vous avez peut-être déjà en cours, vous avez peut-être déjà attribué un peu de capital à vos équipes, à vos advisors, etc. C'est aussi des choses qu'on va modéliser dans la table de capitalisation. Il faut que ce soit très clair avec vos investisseurs. Quel type enfin, sur quoi se base la valorisation? Ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le fully diluted ou le non-fully diluted. Est-ce que ça prend en compte ou non ce qui existe déjà par le passé, ce qui existera peut-être demain et ce qu'on va mettre en place au closing? Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas négliger. Et si jamais voilà, ça vient dans les discussions assez en amont et que vous n'êtes pas à l'aise sur ces sujets, il faut voilà, vraiment jamais prendre voilà, d'engagement quel qu'il soit et toujours valider ces points avec vos conseils et les équipes Syndigals pour être sûr, en tout cas, de ce que ça implique pour vous. Qui supporte la dilution de ces mécanismes-là? En gros, c'est ça. Est-ce que ça va être vous? Est-ce que ça va être aussi supporté par les investisseurs? C'est des questions qu'il faut se poser. Et ce travail préparatoire sur la cap table, il est primordial pour vous, pour savoir à la fin, effectivement, combien vous allez donner du capital aux investisseurs et aux équipes via ces mécanismes. De toute façon, en règle générale, vraiment, c'est la recommandation, c'est de ne pas signer une term sheet tant que ça n'a pas été revu par vos conseils, un avocat, etc. C'est pas pour nous défendre notre paroisse avec Léa, c'est surtout pour vous dans votre intérêt, parce que combien de fois on est arrivé, nous, dans le cadre d'un deal où il y avait une term sheet qui a déjà été signée, qui était à notre sens déséquilibrée, et encore une fois, nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir déplacer le curseur et peut-être de trouver justement
des points de négociation où on peut proposer quelque chose de plus équilibré aussi pour le fondateur. Encore une fois, hein, il y a les pratiques de marché, on voit à peu près en fonction du stade de maturité où on peut placer le curseur, mais encore une fois, en fonction de vous, de ce que vous souhaitez mettre en avant, il y a peut-être des points, encore une fois, d'inquiétude de votre côté qu'il va falloir qu'on peut rassurer. Et donc vraiment, ne signez pas une term sheet tant que ça n'a pas été revu, puisque comme vous voyez, en fait, il y a énormément de points à négocier. Sur le sujet de la gouvernance du board, bon, ça j'en ai déjà parlé, hein, sur le contrôle des décisions importantes des investisseurs. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, hein. Vous pouvez mettre en place un board ou pas. Tout dépend encore une fois du stade de maturité. On peut mettre en place aussi un board qui est soit consultatif, euh, soit délibératif, c'est-à-dire dans le premier cas, on vient juste notifier, informer le board qu'on va réaliser telle opération. Dans l'autre cas, le board a un réel contrôle, a un droit de veto sur justement ces décisions importantes. Donc il faut regarder aussi avec comment dire, avec attention la liste des décisions, parce qu'on se rend compte parfois qu'on a des listes à la Prévert où on a 25 décisions et en fait ça balaye tout et on se rend compte que ce type de décision n'est pas du tout en adéquation avec le ticket d'investissement et le profil de l'investisseur. Et donc attention à ça, en fait, un investisseur qui est peut-être trop présent dans justement dans la conduite de votre business. Donc ce qu'on disait au début, hein, c'est bien d'avoir un board aussi, hein, parce que ça permet aussi de cadrer, même pour vous, d'avoir un lieu qui permet voilà, de vous challenger avec des investisseurs. En revanche, attention à ce que l'investisseur ne soit pas trop présent dans la conduite de vos affaires, surtout en fonction de la taille de son ticket d'investissement. Euh, sur le lever, je pense que ça, c'est un gros point. C'est un sujet essentiel dans les négociations de LOI. Peut-être pour rappel, quand vous avez des investisseurs donc, qui investissent dans votre société, forcément, euh, donc qui sont séduits par le projet, mais également par l'équipe des fondateurs. En fait, c'est ça aussi qui va créer toute la valeur quand on est en phase d'amorçage. Donc eux, leur enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si demain l'un des fondateurs quitte la société, n'est plus opérationnel dans l'entreprise. Mécaniquement, bah, ça va avoir un impact sur le business et donc sur la valorisation de la société, sur sa croissance et son développement. Donc, on vient aussi dans certains cas, hein, pas toujours, mais on vient souvent encadrer justement et anticiper les cas de départ des fondateurs via des clauses de leaver. L'idée, c'est qu'en fonction de la nature du départ du fondateur, vous avez dû entendre parler des clauses de good, de medium, de bad leaver, on va donner la possibilité aux autres fondateurs, à la société ou aux investisseurs de pouvoir racheter les titres du fondateur qui quitte l'entreprise. Et donc, ça permet en fait de pouvoir protéger, sécuriser le capital. Pourquoi? Parce que d'autres associés ont la possibilité de racheter les titres, plutôt qu'avoir un fondateur qui part dans la nature avec 20% du capital et en fait il est plus opérationnel dans la société. Et donc ça a un vrai impact justement dans votre gouvernance et dans votre capacité bah, peut-être à faire grandir la société. Et donc la particularité aussi de la clause de leaver, c'est comme je l'ai dit, en fonction de la nature du départ, si vous partez dans de bonnes conditions ou de mauvaises conditions, si vous partez pour une raison d'accident de la vie ou parce que vous avez mis le bazar dans la société, vous avez fait, je sais pas, un but de biens sociaux, bref, il y a pas mal de choses, mécaniquement, le prix de rachat de vos titres va être différent. Et c'est ça, en fait, ce qu'on va justement préciser dans le leaver. Donc, c'est une clause qui est vraiment détaillée, mais qui est hyper importante pour les fondateurs. Pourquoi? Parce que bah, demain, si vous quittez la société, mais c'est pas juste une simple démission, vous êtes en burn-out ou quoi que ce soit, et ben, il faut se poser en fait les questions de savoir bah, quel sera l'impact sur la valeur de mes titres. Et on peut très bien être dans un cas de figure où il y a un fondateur qui part de la société au bout d'un an, et finalement, la valeur de ses titres, bah, ça vaut rien parce qu'il est parti tel type dans tel type de départ, tel type de situation. Et donc, il faut être très très vigilant sur ces clauses de lever. Euh, il n'y a pas de monde parfait, c'est un équilibre à trouver avec vos investisseurs. Mais encore une fois, on a déjà vu avec Léa des cas où on peut racheter dans pas mal de situations des titres à ce qu'on appelle à la valeur nominale. Donc c'est quasi rien. Donc vraiment, faites attention à tout ça. Regardez tout ce qui est période de cliff, de vesting, c'est des choses également qu'on va rajouter pour encadrer un peu tous ces processus. Mais tout ce qu'on peut voilà, vous dire avec Léa, c'est là-dessus, c'est vraiment d'être très très vigilant
parce que c'est ce qui vient un peu conditionner la suite dans vos relations, notamment avec les autres fondateurs. Ouais. Et là-dessus, gardez aussi en tête que non, ça sera évidemment imposé par vos investisseurs, hein. On ne voit pas nous de lever sans clause de leaver, mais elle est aussi hyper importante entre vous. En fait, que vous fassiez une levée ou pas de levée, et si vous avez des cofondateurs, c'est vraiment une clause qui pour nous est fondamentale. S'il n'y en a qu'une à écrire dans le pacte, je pense qu'on choisirait celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle sécurise la société, d'abord le capital et ceux qui restent. Et comme tu disais, Marc, il peut y avoir des cas de départ qui sont indépendants de votre volonté et ça, personne ne peut le prédire. Mais pour autant, il faut que ceux qui restent et la société puissent poursuivre, en tout cas sans ce fondateur qui est contraint de partir. Et c'est vrai qu'avoir, bah, ça dépend évidemment du pourcentage de détention, mais un cofondateur qui n'est plus là opérationnellement et qui détient 25-30% du capital, et avec lequel ben voilà, on s'entend plus forcément ou on trouve pas de terrain d'entente pour acheter des titres, c'est un petit peu, c'est très compliqué pour la suite, pour les prochaines opérations sur le capital, pour faire rentrer un nouveau fondateur pour le remplacer, etc. Donc il faut aussi le voir comme une protection entre vous et c'est souvent ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il faut pas que se méfier de cette clause parce qu'elle est imposée par vos investisseurs et que eux voudront bah, se protéger un maximum et vous loquer un maximum de temps dans la boîte avec des sanctions qui peuvent être dures. Entre vous, elle est aussi importante. Et pour en mettre en œuvre très souvent avec Marc des cas de lever, bah, parfois, quand elles sont très bien négociées avec les investisseurs, mais qu'en fait, ils se retrouvent, les fondateurs qui restent, à devoir négocier un départ de l'un d'entre eux et à devoir payer beaucoup parce qu'ils ont super bien négocié leur clause, bah, en fait, ils se rendent compte que finalement, il y a un équilibre à trouver entre dans le cas où on reste et dans le cas où on part. Et donc voilà, cette cause, elle est clairement importante. C'est une épée de Damoclès hein, au-dessus de votre tête. Faut l'avoir, faut bien la comprendre. Et on voit qu'elle est quand même assez personnalisée sur le marché. Franchement, c'est vraiment la clause c'est pas un copier-coller hein, d'un deal à un autre. Elle dépend vraiment de pas mal de critères. Et il faut vraiment que vous la compreniez impérativement parce que demain, si elle se met en œuvre, il faut que vous sachiez ce qui va s'appliquer et comment on peut vous sortir et dans quelles conditions financières. Exactement. Il faut vraiment l'envisager voilà, sous les deux angles, à la fois côté fondateur et à la fois côté investisseur. Ça vous protège, mais pour autant, il faut être vigilant, encore une fois, sur les conditions, notamment ce que vous pouvez donner avec des investisseurs. Moi, j'ai eu le cas récemment des levées de fonds où, en fait, on avait des clauses de lever qui étaient très, très longues, qui étaient quand même assez dur et donc il faut pas aussi que ça donne, on va dire, une opportunité ou on va dire une possibilité pour des investisseurs d'en profiter pour faire débarquer peut-être certains fondateurs parce que voilà, ils sont peut-être pas d'accord avec le management, mais pour autant toujours être vigilant voilà sur la sanction économique, sur les cas de départ que ça peut entraîner. Donc à la fois se poser la question à la fois vous en tant que fondateur à titre personnel, mais si vous restez dans la société, mais également de se dire si demain vous quittez la société, quel est l'impact pour vous. Par exemple, moi je peux vous donner un retour d'expérience où il y avait un investisseur qui voulait mettre dans un cas on appelle donc de badiver, de violation, toute suspicion de commission d'un délit ou d'un crime, etc., concernant un fondateur. Et donc, on a longuement discuté avec l'investisseur sur justement cet ajout. Euh, et c'est là où, typiquement, moi, j'ai préféré pushback ce point parce que, en fait, si demain vous avez un sujet de harcèlement dans l'entreprise, mais on est uniquement sur une suspicion, il n'y a jamais eu de condamnation, et donc, encore une fois, il faut aussi remettre en avant le principe de présomption d'innocence. Il faut pas que ce soit comment dire, une possibilité de faire tomber un fondateur parce qu'il y a une suspicion. Donc, je pense que cet exemple, il est parlant, notamment, voilà, s'il y a un sujet d'harcèlement sexuel ou autre. Il faut être très vigilant là-dessus, et donc il faut trouver ce point d'équilibre, comme disait Léa, entre à la fois si vous êtes le fondateur qui doit rester ou le fondateur qui quitte l'entreprise. Sur, euh, Sur le dernier point, c'est vraiment sur la clause de liquidation préférentielle. Alors ça, encore une fois, hein, ça va dépendre de la taille du deal, avec qui vous adressez. On la voit de plus en plus quand même avec Léa dans les tours de financement, même en early stage. En quelques mots, la clause de liquidation préférentielle, en fait, c'est une clause qui permet aux investisseurs de pouvoir récupérer voilà, en priorité le montant de leur investissement avant une distribution d'un produit de cession aux autres associés. Donc typiquement, en cas d'un rachat de la société,
il va y avoir un prix donc de rachat des titres. Et à ce moment-là, bah, normalement, comme vous le savez, on répartit le prix, le produit de cession sur une base, sur un prorata en fonction de la détention que vous avez des titres dans l'entreprise. Euh, donc si vous êtes fondateur, vous avez 40% de la boîte, et ben vous allez toucher 40% du produit de cession. Si vous avez une clause de liquidation préférentielle qui est justement mise en place, en revanche, là, vous avez plutôt une inégalité qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle un waterfall, nous, dans le jargon, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rangs de distribution qui vont se mettre en place. Et donc, on va désintéresser chaque rang, et à la fin, en fonction de ce qui reste, bah, c'est réparti entre tous les associés. Donc, ce que je disais, hein, la clause de liquidation préférentielle, elle est vraiment dédiée pour les investisseurs. Donc, ça leur permet de récupérer le montant de leur investissement. Si vous avez un investisseur, par exemple, ils ont mis 500 000 euros, il y a une clause de liquidation préférentielle. On parle d'une liquidation préférentielle non-participating, souvent 1x. Souvent, vous allez voir un peu ce type de clause, mais il peut y en avoir d'autres. Concrètement, ça veut dire que en cas d'un rachat de la société, euh, à ce moment-là, les investisseurs ont la possibilité de récupérer en priorité le montant de leur investissement, les 500 000 euros, et après, le reste, c'est réparti entre tous les autres associés. Si on fait les calculs mathématiques, bien évidemment, dans une situation, les investisseurs, ils ont plutôt intérêt à toucher le produit de la cession au prorata. C'est pour ça que quand vous avez des clauses de liquidation 1x non-participating, qui est vraiment le standard sur le marché, mais ça arrive d'avoir deux types de clauses, ce qu'il faut bien avoir en tête quand vous êtes fondateur et donc négocier ce type de clause, c'est que si vous faites une vente de votre société à une valorisation qui est inférieure à la valorisation du tour de table, c'est une clause qui peut du coup, qui se mettra en œuvre et donc qui permettra aux investisseurs de récupérer en priorité le montant de leur investissement. Donc, pour résumer, soyez vraiment vigilants encore une fois sur les conditions de cette clause. Souvent, on voit des investisseurs qui sont ravis de discuter, de négocier des valorisations pré-money assez élevées dans un tour de table. Mais en revanche, si derrière c'est adossé à une clause de liquidation préférentielle, et ben, il faut aussi avoir en tête que derrière, ça implique d'aller chercher un exit à une valorisation au moins supérieure à la valorisation du tour si vous voulez pas que cette clause de liquidation, elle se mette en œuvre. Donc vous voyez, il faut, encore une fois, les clauses dont on est en train de vous parler, elles sont aussi interconnectées entre elles. Et donc derrière, ça va avoir aussi des impacts. Et donc sur cette clause de liquidation, voilà, bien évidemment, elle est assez standard. On peut aussi un peu comment on dit, rajouter Les des variantes, quoi. précisions avec des logiques de carve-out, ou peut-être on peut désintéresser dans un premier temps tous les associés, notamment les fondateurs. Donc on peut y rajouter des rangs un peu différents, on peut rajouter des spécificités. On va pas rentrer dans le détail à ce stade, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment des clauses, une clause qui est pro-investisseur et qui peut avoir un impact direct, vous, sur le produit de sortie, si demain vous voulez vendre votre société. Et comme tu disais, Marc, elles sont assez uniformisées, hein. Je trouve qu'il y a quelques années, on voyait encore des clauses assez différentes, même sur des deals au même stade de maturité. On voyait parfois des retours qui sécurisaient au moins un 2x, 3x, et ça se voyait encore, je trouve. Aujourd'hui, sur l'early stage, on n'en voit plus, hein. Et elle est pour le coup assez standardisée, celle-ci. Et il faut avoir conscience que voilà, dans 99% des deals, on va la trouver. Si on arrive à la négocier, c'est tant mieux, mais après, elle est tout à fait acceptable. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début sur la pratique et connaître les pratiques de marché. Nous, on a déjà vu un deal qui s'est pas fait parce que en face, ils ont refusé. On était côté investisseur pour le coup, et la startup a refusé cette clause sur les conseils de son avocat qui n'avait pas forcément cette pratique de marché du venture capital. Alors que cette cause, elle est, comme on le disait, hein, tout à fait acceptable et très, très standard aujourd'hui, même si elle est pro-investisseur, comme tu disais, Marc. Et donc, faire tomber un deal parce que cette clause n'a pas été acceptée alors que c'est plus que du market practice aujourd'hui, bon, c'était dommage au moment où c'est arrivé. Donc voilà, il faut aussi avoir en tête que certaines clauses ne vont évidemment pas vous protéger vous, mais vont protéger les investisseurs, et on peut aussi comprendre pourquoi. Ben, certaines, voilà, sont négociables, il y a des variantes, et sur cette liquidation préférentielle, il y a aussi des choses dans la rédaction qui peuvent vous sécuriser davantage par rapport aux formules qui peuvent être proposées par l'investisseur, mais l'existence même de cette clause, voilà, il nous semble en tout cas acceptable sur les deals qu'on voit aujourd'hui passer.
Et encore une fois, hein, tout dépend avec qui vous êtes en train de lever des fonds, hein. Moi, j'ai déjà eu le cas avec des business angels sur une petite levée de fonds, on va dire à moins de 500 000 euros. On a réussi à pas mettre on va dire, à que cette clause ne soit pas mise en œuvre dans le pacte d'associés parce qu'il y avait beaucoup de petits tickets d'investissement, etc. Donc, comme dit Léa, si vous discutez avec des fonds d'investissement, ça c'est sûr, dans 100% des cas, vous allez la retrouver. En revanche, parfois, on a peut-être la possibilité de négocier ce type de clause avec, sur des plus petits tours de table. Donc, mais ayez en tête toujours que il faut en discuter en préalable vraiment avec votre conseil. Moi, je suis arrivé une fois sur un deal où le fondateur avait déjà acté le principe d'une clause de liquidation préférentielle qui était 1x 1.5 même participating. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'investisseur, il récupérait une fois et demie sa mise. Et en plus, il était participating, c'est-à-dire qu'une fois qu'il avait récupéré une fois et demie sa mise, et ben, il touchait également le sol qui était distribué entre tous les associés. Donc, il y a des choses qui sont voilà, assez dures. Je pense qu'il y avait peut-être un manque de connaissances sur les enjeux de cette clause, mais soyez vigilants quand vous allez aborder vos discussions sur cette clause. Sur les, peut-être on vous a fait aussi un petit récap avec Léa sur les do et don'ts de votre levée de fonds. Alors encore une fois, on aurait pu en mettre beaucoup. Là, on a mis ce que nous semble vraiment important, mais vraiment sur ce qu'il faut faire, sur la bonne approche dans votre levée de fonds. Mais au-delà d'une question de timing pour aller plus vite, c'est aussi une question, on va dire, vous faciliter votre vie. Encore une fois, c'est chronophage, c'est long, vous avez beaucoup d'interlocuteurs. Si c'est votre première levée de fonds, il faut également aussi monter en compétence sur les sujets juridiques, hein. Faut être clair, hein, les sujets juridiques, c'est pas forcément toujours les sujets qui passionnent les fondateurs, mais en fait, derrière, quand on passe du temps à discuter de ces sujets, on se rend compte que derrière, il y a vraiment tous des enjeux qui concernent l'entreprise. Et en fait, c'est un peu votre patrimoine demain. Et donc, comment vous allez vous protéger, protéger votre entreprise. Et donc, c'est pour ça il faut y passer du temps. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête dans un premier temps, et c'est ce qu'on vous disait, c'est de bien définir les contours de votre opération et donc d'établir une term sheet. Alors, bien évidemment, on peut avoir des term sheets d'une page et donc ça, on le voit, mais essayez quand même de détailler un minimum de 4-5 pages, justement, les conditions de votre investissement. Ce sera beaucoup plus à la fois clair et vous aurez un alignement, notamment avec vos investisseurs, et derrière, ce sera beaucoup plus simple, encore une fois, pour dérouler le reste. L'autre point également, c'est de vous faire accompagner par des professionnels sur ces sujets-là. Alors vous avez le volet voilà roadshow, pitch, aller trouver les investisseurs, comment marketer votre projet. Et donc ça, justement, côté Syndical, on pourront vous accompagner sur ces points-là. Et après, dans le cadre de la levée de fonds, à la fois donc sur toute la partie, tout le juridique en fait à traiter. Vous avez à la fois donc la rédaction de la documentation juridique, mais comme vous l'avez vu, il y a surtout de la négociation avec les investisseurs, cadrer, mettre le rythme, organiser les discussions, répondre aux questions des business angels. Et donc c'est pour ça, soyez bien accompagnés dans le cadre de cette opération. Donc nous, on a d'ailleurs une offre là-dessus, Legals et Avocats, qui vous permet d'être accompagné dans le cadre d'une levée de fonds. Mais faites attention surtout à ne pas signer une term sheet sans qu'elle soit revue voilà, par un avocat pour être quand même euh, assuré de partir sur des bonnes bases pour la suite. Et avocat, je précise juste qui fait ce type d'opération, hein. Voilà, nous, on est conscient de ce qu'on sait faire avec Marc et de ce qu'on sait pas faire. Chacun sa spécialité, hein, comme un médecin. Donc voilà, choisissez bien quelqu'un qui a l'habitude de ce type d'opération. Et on le voit quand on a sur des deals des confrères dont c'est pas du tout la spécialité. C'est beaucoup plus difficile, plus chronophage et ça tend un petit peu les discussions. Donc voilà, choisissez bien un conseil Mm. dont c'est la spécialité à part entière. Exactement, qui vraiment a l'habitude de faire des levées de fonds, qui connaît les pratiques de marché. Et au-delà déjà de bien être conseillé, surtout ça a facilité les échanges entre avocats. Nous, on le voit à chaque fois dans les deals, quand on a des avocats qui, bon, c'est, alors peut-être qu'ils sont en droit des affaires, mais c'est pas du tout en fait leur industrie, leur verticale où ils font des deals large cap auprès du CAC 40. C'est pas du tout les mêmes pratiques. Et en fait, ça vient plus complexifier les discussions, ça vient les ralentir
Alors au contraire d'avoir justement des confrères consoeurs ou des personnes qui ont l'habitude de réaliser ce type de deal, en fait, vous allez voir, ça va fluidifier les discussions. On travaille souvent en bien meilleure intelligence dans ce cas de figure. Donc voilà, choisissez, on va dire, vos interlocuteurs et vos conseils, notamment sur cette base-là. Peut-être laisser un Hum, peu de temps. Je vois qu'il nous reste 6 minutes. Je suis conscient du temps pour si jamais il y a des questions, Marc et Léa. Oui, bien sûr. yes. T'as raison. Peut-être pour finir là-dessus, et comme ça on passe directement sur la partie Q&A, mais euh, ce qu'il faut aussi ne pas faire, c'est, comment dire, de ne pas anticiper la suite, de ne pas justement avoir un peu un rétro-planning et de partir un peu comme ça, bien en tête, sans avoir justement les prochaines étapes à dérouler. Et donc c'est pour ça que quand vous avez vous discutez avec des investisseurs, c'est important d'être honneur justement du process et d'être proactif à la fois, comme le disait Léa, d'envoyer des term sheets, de les forcer à se positionner rapidement justement dans le cadre de la levée de fonds, parce que vous allez passer énormément de temps, sinon à relancer vos investisseurs. Et donc vraiment là-dessus, soyez proactifs. Ne... Alors encore une fois, ça ce sera dans la discussion que vous aurez à avoir avec on va dire vos conseils, mais ne fixez pas non plus des conditions hors marché. Les investisseurs, pour certains, ils ont l'habitude de ce type de deal. Donc si vous allez proposer des conditions qui sont complètement hors marché, il y aura peut-être aussi un manque de crédibilité sur votre projet. Donc, il faut calibrer quand même dès le départ votre term sheet en fonction de la configuration de votre tour, mais essayez quand même enfin, proposer quelque chose quand même qui reste un peu dans les standards de marché. Si j'avance sur la suite, bon, ça c'est sur les derniers types, ça c'est un peu ce qu'on vous disait, mais encore une fois, euh, peut-être un point important, on l'a été évoqué avec Léa, mais assurez-vous du sérieux et de la réputation de votre investisseur. Encore une fois, hein, derrière, c'est comme un contrat de mariage, vous allez faire rentrer quelqu'un au capital de votre entreprise. Faites des recherches, questionnez d'autres fondateurs pour savoir quel est l'ajout, l'apport de cet investisseur, comment il se comporte, parce qu'une fois que l'investisseur est rentré, c'est compliqué à le faire sortir. Donc faites également, vous, votre due diligence sur les investisseurs. Passons du coup, bah, c'est sur cette session Q&A. Arrêtez le partage et on va regarder avec Léa un peu justement si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez qu'on aborde. On espère que ça a été en tout cas utile et que ça vous a apporté des réponses sur des points voilà, techniques, de pratique, de process sur cette levée de fonds. N'hésitez pas voilà, à nous dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des points que vous souhaitez qu'on clarifie, on sera ravis. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était parfaitement clair, donc peut-être tant mieux. Très bien. Eh ben, merci en tout cas. Ok, c'est clair. Super. Bon, bah, ma foi, merci beaucoup encore une fois, Marc et Léa. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir un email après le webinar. Donc, si vous en êtes tout simplement dans la prospection d'investisseurs, ça fait partie des services qu'on va rendre aux startups. Si vous en êtes dans la négo, de la term sheet, euh, n'hésitez pas non plus. On sera à votre disposition. Merci encore. Merci à vous, merci Merci à Ludovic. vous. Au revoir. Bonne journée à tous.